Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les structures de données, donc en format court. Donc c'était intéressé la première fois aux collections, différents types de collections et sur quelle implémentation il fallait choisir selon le contexte. Aujourd'hui on va s'intéresser au dictionnaire, plus connu sous le nom de map en Java. Donc en général, je fais une espèce d'analogie entre les maps et les tableaux. Donc un tableau c'est quoi? En fait un tableau c'est quelque chose qui a une taille fixe et qui est indexé par des entiers. Et du coup dans chaque case de ce tableau, indexé par un entier, on retrouve un objet de n'importe quel type en fait. Ok, la map c'est la même chose à deux détails près. Il n'y a pas de taille fixe et c'est pas uniquement indexé par des entiers, ça peut être indexé par n'importe quel type d'objet. Donc en gros ça n'a rien à voir avec un tableau, si ce n'est que les deux offrent un accès direct aux données. Donc c'est en ça pourquoi je fais souvent l'analogie avec les tableaux. Quand doit-on utiliser des maps? En général, on utilise ces structures de données, quand on n'a pas de BD en particulier, c'est la structure favorite pour stocker nos données. Donc on l'utilise justement pour classer des données selon un type de données. Et en particulier, on peut imaginer, dans un certain exemple, qu'on puisse enregistrer des utilisateurs par leur identifiant, typiquement. Et on peut aussi représenter des group by. Si on utilise des streams, il y a des fonctionnalités qui permettent à partir d'un stream de pouvoir regrouper des informations selon un critère bien donné. Et le résultat de ce group by n'est autre que des maps en particulier. Donc bref, il faut plutôt voir ça comme un dictionnaire, donc où on a une entrée et à cette entrée on associe une valeur. Donc il y a plusieurs implémentations connues des maps. On retrouve les hashmaps, donc c'est la plus commune qu'on utilise de manière générale. Mais pour le coup, son utilisation est déconseillée quand on commence à avoir des applications qui sont multithread. Car dans ce cas-là, l'implémentation n'est pas thread safe. Sous-entendu, dans ce cas-là, il peut y avoir des problèmes pour l'accès concurrentiel. L'avantage des maps aussi, alors je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tous les cas, c'est qu'il autorise le fait que des clés aient la valeur null, tout comme les valeurs. Contrairement aux hashtables, les hashtables, elles, sont effectivement thread safe, sous-entendu, elles supportent sans aucun problème l'utilisation dans un cadre multithread. Sa contrainte, c'est qu'elle impose justement que les clés et les valeurs doivent forcément être non nulles. Et enfin, on a un cas particulier avec le tree map qui impose quelque part un espèce d'ordre parmi les clés, ce qui permet d'avoir un accès plus ou moins direct aux data pour récupérer assez facilement selon la clé. On peut organiser les données de manière en tous les cas, selon un certain ordre préétabli. Dans ce cas-là, il suffit donc d'utiliser un comparateur, donc sachant que integer et string en ont un par défaut. Donc c'est pour ça qu'on peut indexer assez facilement avec des integers ou des strings. Mais de toute façon, vous pouvez utiliser avec n'importe quel autre objet à partir du moment où vous fournissez au trimap le comparateur. Sachant que encore une fois, dans la majorité des cas, pour exprimer nos données, on utilise souvent des hashmaps. Donc voici un petit exemple de hashmap dans lequel on stocke des utilisateurs qui sont inscrits selon un email. Donc l'email est de type string et on associe à chaque email un utilisateur. Tout comme ici, on a des clés d'authentification. Donc on a une chaîne de caractères aléatoires qui a été générée pour un utilisateur. Et ici, on a en plus le fait qu'on associe à un utilisateur un facade système fichier. Donc ici, on voit que l'implémentation qui a été utilisée, ce sont les hashmaps. Donc évidemment, il faut pouvoir interagir avec ces structures de données. Et donc pour les principales interactions, c'est ajouter une donnée à l'intérieur. Alors, je n'ai pas mis le remove, mais le remove existe. Donc on peut accéder à une donnée. Donc il suffit de donner l'identifiant de la clé et on récupère l'objet qui est lié à cette donnée. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a une histoire de hash qui peut être cachée. On reviendra sur le problème tout à l'heure. On peut insérer une donnée dans notre map en utilisant la méthode put en disant je put sous la clé key un objet value. Et on peut demander à notre map s'il existe une clé qui aurait cette valeur-là ou alors une valeur qui aurait cette valeur-là. Donc ça, c'est un prédicat qui statue sur la présence de la clé ou de la valeur dans une map.
Et enfin, il faut faire super attention parce qu'on a vu qu'il y avait des hash tables et il y avait des hash maps. Et du coup, dans ces hash quelque chose, ce qui se passe en général, c'est que les informations, les données sont stockées sous une clé, mais c'est pas la clé exactement. C'est un calcul, le hash de la clé originelle. Ça veut dire quoi? En fait, le hashcode d'un objet, c'est un entier qui représente cet objet. En particulier, si on a deux objets O1 et O2 qui sont égaux par la méthode equals, alors leurs fonctions de hachage doivent être égales si elles sont bien constituées. Résultat des courses, ça veut dire que grosso modo, quand on doit stocker un objet dans une table, ici comme tout à l'heure utilisateur, on va calculer son hash. Voilà, c'était un string, donc ça calculerait le hash du string grosso modo, et à ce hash du string, on va stocker l'objet en question. Alors pourquoi ça? On va voir d'ailleurs quel est le souci lié à ça avec un petit exemple. On reprend ici donc une map utilisateur et qui associe donc à un utilisateur un string. Alors elle n'a pas de signification précise celle-là, mais c'est juste pour vous présenter le souci qui est lié justement au calcul du hash. Donc là on a la classe utilisateur, cette classe utilisateur est classique, donc on a juste deux champs, email et mot de passe, avec deux getters et notre constructeur et c'est tout. Si on reprend notre programme principal, on a créé une map qui est indexée par les utilisateurs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux utilisateurs qui ont exactement les mêmes caractéristiques, le même email, le même mot de passe. Mais on a juste deux new, donc sous-entendu deux adresses mémoire différentes. Que se passe-t-il si on fait exemple.put de utilisateur 1 et ec1 et exemple.put utilisateur 2 et ec2? Intuitivement, on a envie de dire probablement que de toute façon c'est les mêmes utilisateurs. Donc quoi qu'il arrive, on devrait avoir une seule donnée qui va être stockée. D'accord? Parce que techniquement ça représente le même. Bon, en réalité c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que vu que ce sont des hash maps, donc il s'avère que les données sont stockées selon le hash de la clé qui est utilisée. Ici, le hash, du coup, ça sera le hash de l'utilisateur. Comme on n'a pas redéfini le hash ici, c'est donc le hash de object qui va être utilisé. Et dans ce cas-là, je crois que si mes souvenirs sont bons, que le hash est implémenté à partir de equals, qui est donc implémenté à partir de l'égalité d'adresse. Donc ici, fatalement, cet utilisateur-là n'est pas égal à celui-ci, parce qu'ils n'ont pas la même adresse. Donc, on devrait arriver sur une taille qui vaut 2. Donc, j'exécute le programme, et effectivement, je vais avoir une taille 2. Donc, ça veut dire que j'ai deux objets, deux enregistrements, deux données, utilisateur 1 et utilisateur 2, dans ma map. D'ailleurs, on peut simplement vérifier assez aisément avec le debugger de la façon suivante. Hop, si je regarde dans ma map qui est là, je retrouve effectivement l'utilisateur 791 et 790, sachant que les deux seront Johan Mouchu avec l'adresse email et le deuxième exactement le même. Ok. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe si on avait pris soin de bien redéfinir les fonctions de hash. Quand je dis bien redéfinir, c'est un grand mot. On peut tout à fait faire un clic droit, generate, et on fait generate equals and hashcode. Donc là, je vais prendre celui qui est proposé par IntelliJ. Donc je dis OK. Je prends dans le equals le email et le mot de passe. Je prends dans le hashcode le email et le mot de passe. Le all non null fields, ça j'en ai pas besoin. Résultat des courses, il m'a généré la méthode equals, la fonction equals qui est là, et la fonction hashcode qui est celle-ci. Maintenant, on reprend le même programme, j'ai juste généré ceci, on est d'accord. Je reprends exactement le même programme de départ qui est ici, pardon. J'exécute. Et maintenant, je vais obtenir 1. D'accord? Donc là, ici, on comprend que du coup, l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 sont les mêmes. Et que fatalement, j'ai dû écraser la valeur EC1 par la valeur EC2. On va essayer de constater ceci avec le debugger. Donc effectivement, on s'arrête ici. On peut aller jeter un œil dans exemple, qui est là, notre hashmap. Effectivement, il n'y a plus qu'un élément dedans. Et c'est celui qui pointe vers EC2, donc le dernier qu'on a enregistré.
Voilà, donc là, effectivement, la petite difficulté, c'est l'histoire des haches. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc en général, on n'a pas trop le problème parce qu'on se débrouille pour toujours accéder à la clé elle-même, celle qu'on avait initialement utilisée. Et quand les types sont primitifs, comme les strings ou les integers, ça pose strictement aucun problème. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est qu'effectivement, c'est lorsqu'on utilise des choses un peu plus complexes, basées sur, ici, comme des objets utilisateurs. Et dans ce cas-là, il faut faire très attention à bien redéfinir le equals et le hashcode. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour maîtriser les maps en Java. À très bientôt. Ciao!